Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Loïc pour cette invitation, merci Occlusive de m'avoir invité. Donc je m'appelle Saad Kadi et je suis le responsable du Cercle de l'Union européenne. De quoi je veux parler aujourd'hui? Je veux parler des menaces vues des institutions, organes et organismes de l'Union européenne et je vais vous dire pourquoi cela nous concerne tous. Et certainement, je ne vais pas pouvoir parler de rançongiciel. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, dans ma présentation, je vais souvent utiliser l'acronyme EU-IBAS, qui veut dire EU Institutions, Bodies and Agencies. Ça fait un peu plus court que institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Donc, d'abord, je vais décrire brièvement ce qu'est le CERT de l'Union européenne, parce que pas mal de personnes ne nous connaissent pas ou nous confondent par exemple avec ENISA, qui est l'agence de cybersécurité de l'Union européenne, ou pensent que nous sommes le CERT de toute l'Union européenne et qui avons, par exemple, allons aider même les particuliers, ce qui n'est absolument pas le cas. Ensuite, je vais vous parler des menaces telles que nous les voyons, et enfin, pourquoi nous devons agir collectivement. D'abord, qui sommes-nous? Comme je l'ai dit, nous sommes le CERT de l'Union européenne, ou le CERT EU. Nous avons un mandat pour faire deux choses. Un, c'est d'assurer la cyberdéfense de toutes les institutions, organes et organismes, ou EU-IBAS de l'Union européenne. Ils sont au nombre de 87. Donc nous comptons parmi ces entités, bien sûr la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne, et pas le Conseil de l'Europe qui n'est pas une institution de l'Union européenne, le Parlement européen, aussi bien ENISA, l'agence de cybersécurité de l'Union, ou par exemple l'agence européenne du médicament, EMIE, qui a subi une cyberattaque, comme vous le savez bien, il y a un peu plus d'un an, et sur lequel le CERT-EU est intervenu en étroite collaboration avec Europol EC3 et bien sûr les forces de l'ordre au niveau des Pays-Bas. Donc notre constituency est composée de toutes ces institutions, organes et organismes. Comme je l'ai dit, ils sont au nombre de 87 et nous défendons à peu près plus de 100 000 utilisateurs. Et la spécificité, c'est qu'ils travaillent dans tous les secteurs possibles et imaginables, que ce soit l'agriculture, la justice, la finance, etc. Ce qui nous donne une perspective unique au niveau de l'Union européenne sur le paysage des menaces par rapport à cette constitution qui est très particulière. Ensuite, notre mandat nous donne, on va dire, la mission d'interagir ou d'agir en tant que centre d'échange d'informations cyber entre ces entités-là et le monde extérieur, et principalement le CSIRT Network qui émane de la directive Nice, et donc du coup qui est composé non seulement du CERT-EU, mais aussi par exemple de l'ANSSI, du CERT-Bund en Allemagne et tous les CERT nationaux et gouvernementaux au sein de l'Union européenne. Mais nous avons aussi avec par exemple CISA aux US ou au niveau du Japon, JPC CERT, etc. Alors, au niveau des menaces, je vais aller droit au but et parler directement des menaces significatives ou des incidents significatifs. Et dans ce graphe que vous voyez devant vous, vous voyez que la menace a augmenté énormément sur les UIBAS. En 2018, le CERT-EU a eu à investiguer un incident significatif qui a ciblé une UIBA. En 2019, ce nombre est passé à 6. Et quand je parle d'incident significatif, c'est un incident qui prend des semaines, si ce n'est des mois d'investigation, et aussi pour pouvoir donc le contenir et l'éradiquer. En 2020, ce chiffre est passé à 13 incidents significatifs, avec 12 UIBAS qui ont été ciblés. Et en 2021, il y a eu 17 incidents significatifs qui ont ciblé 13 UIBAS. Ça veut dire en 3 ans, plus d'un tiers de toutes les institutions, organes et organismes de l'Union européenne ont subi au moins un incident significatif. Alors, si on regarde qui est derrière ces incidents significatifs, en 2019, nous pensons très probablement qu'il s'agit d'un acteur étatique. En 2018, pardon. En 2019, ce chiffre, comme vous le voyez donc à l'écran, donc il y a eu 4 incidents qui sont dus très probablement à des acteurs étatiques, principalement pour des cyberespionnage, comme vous pouvez vous en douter, un acteur cybercriminel, et le reste on ne sait pas. Et vous voyez, au fur et à mesure des ans,
des années qui s'écoulent, le nombre d'incidents qu'on ne sait pas liés à un acteur étatique ou à un acteur cybercriminel augmente sensiblement. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les attaquants utilisent donc des frameworks, des outils qui sont largement disponibles pour tout le monde, utilisent des services VPN ou autres pour masquer leurs traces. Et surtout, quand ils arrivent sur le réseau, ils utilisent ce qu'ils trouvent sur le réseau. Et notamment, donc ce qu'on appelle les lollies ou living of the land. Donc tout ce qu'ils trouvent au niveau du réseau ou de la victime sur le système d'information, et ils l'exploitent. Donc c'est très très difficile, de plus en plus difficile, de pouvoir lier une attaque donnée à un acteur particulier. Quelques faits marquants. Donc le cyberespionnage reste la principale menace à laquelle font face les UIBAS. Aucune attaque par rançon logiciel n'a réussi à ce jour. On doute qu'il y a un certain nombre d'incidents significatifs qui auraient pu aboutir à une attaque par rançon logiciel réussie, mais qui ont été attrapés à temps. Simplement, ce n'est pas vraiment un sujet, parce que la typologie de notre constituency fait qu'il traite de sujets hautement sensibles et donc qui attirent des acteurs bien particuliers. En 2021, nous avons aussi émis un nombre record de threat alert. Donc, ce sont des livrables qui sont hautement opérationnels avec des marqueurs de compromission et des mappings type attaque pour pouvoir aider notre constituency à se défendre, à se prémunir, à détecter avec notre aide les incidents et les attaques. Et par rapport à 2020, on a reçu 54. Donc, vous voyez qu'on a quasiment doublé le nombre de threat alerts en un an. Les techniques les plus fréquemment employées sont 1. L'exploitation de vulnérabilités, notamment par exemple Microsoft Exchange, que ce soit ProxyLogon ou ProxyShell, et des fois d'exploitation de vulnérabilités en moins de 24 heures. Nous avons par exemple eu le cas où un éditeur a publié un correctif moins de 24 heures après l'attaquant, probablement étatique, a créé un code d'exploitation qui n'était pas du tout connu, et il était prêt à agir dans la mesure où, en moins de 6 heures, il a monté une infrastructure donc, de command and control, il est intervenu, il a compromis sa cible, il a été après des données bien particulières, il les a exfiltrées, et ensuite, il a complètement détruit son infrastructure d'attaque. Tout cela en moins de 6 heures. Donc même si on est très très rapide au niveau du patching, imaginons qu'on puisse patcher en moins de 24 heures dans une organisation de taille moyenne, détecter, contenir et réagir en moins de 6 heures, c'est quasiment mission impossible. La deuxième technique la plus fréquemment utilisée, ça reste aussi le hameçonnage ciblé. Et souvent on a vu par exemple une IUIBA compromise où l'attaquant va utiliser donc une boîte mail qu'il a compromis pour essayer de s'infiltrer dans d'autres IUIBAS. Nous devons agir. Pourquoi? D'abord, comme vous avez pu le voir, il y a de plus en plus d'incidents significatifs, et pas uniquement au niveau de notre communauté, dans toute l'Union européenne, que ce soit des organisations étatiques ou des organismes privés. Et ces incidents significatifs ne sont pas prêts de s'arrêter. On ne parle même pas du tout venant qui est en train d'exploser. Les UIBAS sont des cibles alléchantes. Vous pouvez me dire, à la rigueur, bon, pourquoi ça ne me concerne? Ok, nous sommes tous des citoyens européens, ou en tout cas des gens qui vivent en Europe, et donc qui ont un intérêt à ce que les institutions, organes et organismes de l'Union fonctionnent bien, et puissent assurer leur mission. Les attaquants, par contre, sont aussi de plus en plus professionnels et disposent de moyens très conséquents. Donc, l'exemple que j'ai cité, d'être prêt à créer un code d'exploitation de zéro en moins de 24 heures et de passer à l'action et de faire tout ce qu'on a à faire en moins de 6 heures, ça démontre des moyens très conséquents. Et n'importe quel IUIBA peut être utilisé comme tête de pont pour qu'on compromette d'autres, comme je l'ai expliqué à travers l'hameçonnage ciblé qui en a ciblé une, et ce n'est pas le premier cas, pour aller essayer de s'infiltrer dans d'autres. Et il ne faut pas oublier que nous sommes dans un monde hyper connecté. Les institutions, organes et organismes de l'Union européenne ont des échanges très réguliers avec plein
plein d'entités, qu'elles soient privées ou publiques, au sein de l'Union européenne et même ailleurs. Donc toute compromission qui pourrait les viser, ou une entité privée ou publique, ou une administration publique au sein des États membres, peut être aussi utilisée pour compromettre une institution, organe ou organisme de l'Union. Comment intervenir, agir? Donc d'abord, il y a la coopération structurelle entre ENISA, l'Agence européenne de cybersécurité, et le CERT-EU. Ensuite, donc, il y a la contribution de l'ENISA au CERT-EU à la future donc, Joint Cyber Unit qui a été annoncée par donc, la Commission dans la stratégie cyber qui a été publiée le 16 décembre 2020. La future directive NIS 2, dont le niveau d'exigence et les périmètres sont sensiblement plus importants. Le futur règlement visant à créer des règles communes aussi pour toutes les UIBAS, créant ainsi un parallèle avec NIS 2. Et grâce à l'aide précieuse de la présidence française de l'Union européenne, nous espérons mener ces deux dossiers qui sont très importants pour l'Union à bien, ou en tout cas à les faire avancer autant que faire se peut pour espérer, en tout cas pour le règlement qui concerne notre constituency, les faire aboutir à horizon fin 2022, début 2023. Et vous, dans tout cela, pourquoi vous devez être concernés? Donc, bien sûr, donc, nous sommes inclusifs, vous êtes forcément sensibilisés à tous ces sujets-là. Vous savez qu'il faut investir plus dans la cyber, et notamment dans les talents humains qui nous permettront, je l'espère, de pouvoir contrecarrer cette menace. Enfin, donc, il nous faut collaborer de manière étroite, que ce soit du côté secteur privé que secteur public. Nous devons travailler ensemble de manière très très étroite et partager, par exemple, au sein de la France avec l'ANSSI et au sein de vos différentes communautés sectorielles et autres. N'oubliez pas non plus le rôle très important de la prévention, qu'on a tendance à oublier parfois, et de la mise en place de contrôles de sécurité, donc le fameux Back to Basics de Guillaume Poupard, et l'hygiène cyber. Et bien sûr, ceci en vue de votre modèle de menace. Et enfin, si vous ne portez pas plainte en cas d'attaque, il est très peu probable que les attaquants soient un jour embastillés. Donc, merci encore Occlusif de m'avoir invité et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci.